Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel One Click. Alors, si vous avez suivi le module 1 de la formation Excel One Click, qui est disponible gratuitement sur cette chaîne, et puis que vous avez pu réaliser les exercices proposés, eh bien vous êtes tout à fait en mesure de suivre ce module 3 consacré au formulaire. Nous avons vu dans le précédent sous-module, le 3.2, ce qu'est un formulaire et comment le designer et puis commencer à développer les fonctionnalités de notre formulaire qui va gérer donc un agenda, une liste de contacts. Alors dans ce troisième sous-module, le 3.3, nous allons continuer le développement de notre formulaire UserForm Contact. Alors nous allons voir comment manipuler les données de notre table de données avec des variables tableaux. Nous allons stocker toutes nos données dans des variables tableaux. Une variable tableau a une dimension pour les noms de champs, une variable tableau a une dimension pour la liste des clés primaires, et puis une variable de type variant pour toutes nos données de notre table de données. Utilisation de variables tableau. Alors le choix entre un tableau de type string dimensionné et puis un tableau de type variant dépend des besoins spécifiques de votre application. Utilisez un tableau de type string lorsque vous savez que tous les éléments seront des chaînes de caractères et que la performance est une priorité. Utilisez un tableau de type variant lorsque la flexibilité est nécessaire et que les éléments du tableau peuvent être de différents types de données. Nous allons utiliser des variables tableau publiques pour stocker et gérer nos données. On les déclarera publiques pour qu'elles puissent être accessibles dans tous les modules de notre application. Dans le module MD01 Database, en en-tête de module, sous option explicite, on va déclarer 3 variables tableau publiques. Donc une première variable tableau qu'on va appeler headerTab, donc on va déclarer la variable publique, on va faire public, headerTab, ouvrez fermez la parenthèse, à string, donc un tableau pour stocker les en-têtes de colonnes du tableau structuré, de notre table Excel. Une deuxième variable publique, alors public pkfield, avec 2 parenthèses aussi, à string, un tableau pour stocker les valeurs de la première colonne, c'est-à-dire les clés primaires du tableau structuré. Et puis une troisième variable publique qu'on va appeler dataTab, donc public dataTab, avec 2 parenthèses, as variant, tableau pour stocker toutes les données du tableau structuré. Alors nous allons développer une procédure pour charger nos 3 variables tableau. headerTab, donc variable tableau à une dimension pour les noms de champs, pkfields, variable tableau à une dimension pour la liste des clés primaires de notre table de données, et puis dataTab, variable tableau de type variant à 2 dimensions pour toutes les données de notre table de données. Donc sub, load, data, tab. Nous allons déclarer des variables, donc dimws as worksheet, variable, donc objet pour la feuille de calcul, dimtbl as list object, donc une variable objet pour le tableau structuré, dim r as long, virgule c as long, donc 2 variables entières qui vont être des incréments de boucle, donc r, incrément de boucle pour la ligne, pour row, et C, incrément de boucle pour les colonnes ou champs de données, donc C pour columns. Initialisation de la feuille de calcul et du tableau. Donc on va faire set ws égale worksheet, entre parenthèses et entre guillemets data. On associe la feuille nommée data à la variable objet ws. Set tbl égale ws.listObject, entre parenthèses et entre guillemets tbl data. On va associer le tableau structuré tbl data à la variable objet tbl qui est héritée de la feuille de calcul ws. Donc on va redimensionner les tableaux headerTab et pkfield en fonction de la taille du tableau structuré. Donc on va faire redim headerTab, ouvrez la parenthèse, et on va donner le nombre de colonnes qu'il y a dans notre tableau. Et le nombre de colonnes dans notre tableau, c'est donc tbl.listcolumns.count. On va faire la même chose pour les clés primaires, on va faire redim pkfield, donc le nombre de clés primaires, le nombre d'enregistrements dans notre base de données, c'est tbl.listrows.count. Remplissage de headerTab avec les en-têtes du tableau structuré. Donc on va faire for C, donc C, je vous rappelle, on l'a pris pour colonne, égale 1, donc de la première colonne, to ubond headerTab.
donc jusqu'à la plus grande dimension de notre variable headerTable. Donc headerTable, ouvrez la parenthèse, c-1 égale tbl.headerRowRange, entre parenthèses c.value. Donc on stocke les valeurs des entêtes dans headerTable. Puis on fait le next c pour faire tourner notre boucle. Remplissage de pkfilt avec les valeurs de la première colonne du tableau structuré, c'est-à-dire les clés primaires. On va faire for r égale 1 to ubound pkfields. Alors c'est pareil, du premier enregistrement jusqu'au dernier. Donc pkfields, ouvrez la parenthèse r-1, égale tbl.dataBodyRange, entre parenthèses r,1.value. Alors je ne vais pas revenir sur les propriétés d'un tableau listObject, vous avez ça dans le module 1 de la formation Excel OneClick. On va stocker les valeurs de la première colonne dans pkfield. En fait, on va stocker toutes les clés primaires dans la variable pkfields. Et on a notre next r pour faire tourner notre boucle. Alors si la table n'est pas vide, alors on va stocker toutes les données du corps du tableau structuré dans notre variable de type variant qui s'appelle datatable. Donc if tbl.listRows.count est supérieur à 0. On va quand même poser une condition, il faut qu'on ait des données dans notre tableau structuré. Si le nombre d'enregistrements est supérieur à 0, alors datatab égale tbl.dataBodyRange.value. Donc on met toutes les valeurs de notre tableau listObject dans notre variable datatab. Puis on a le ndif. Et puis ensuite, on va libérer notre mémoire en faisant setTBL égale nothing et setWS égale nothing, qui sont les objets que nous avons utilisés dans notre procédure. Cette procédure est conçue pour extraire les entêtes, les valeurs de la première colonne, les clés primaires, et puis toutes les données d'un tableau structuré nommé tbl-data, donc qui est situé dans une feuille de calcul nommée data. Les entêtes et les valeurs de la première colonne seront stockées dans des variables tableau de type string dimensionnées, tandis que toutes les autres données seront stockées dans une variable tableau de type variant pour une utilisation ultérieure. Nous avons ici l'exemple d'une procédure qui peut être utilisée dans le cadre d'une application monoposte ou multiposte qui permet, à l'aide de ces trois variables tableau, de dialoguer directement avec une table de données distante. C'est l'objet du module 5 de la formation Excel OneClick. Dans cette formation consacrée au formulaire, notre application va dialoguer avec une table locale, faisant partie de notre projet VBA. Une table qui est localisée dans une feuille de travail nommée Data. Notre application n'utilisera qu'une seule de ces variables tableau, c'est la variable headerTable, qui contient les noms des champs. Les autres variables tableau pourront être exploitées dans le cadre de futurs développements de traitement de données. C'est ce que nous voyons dans le module 5 de la formation Excel OneClick consacré au dialogue avec les bases de données externes, que ce soit des bases texte ou des bases Excel. La procédure PrivateSub-Initialize. Alors on va voir le développement des événements de l'objet formulaire et de ses objets hérités. Le développement des événements de l'objet formulaire et de ses objets hérités, donc les contrôles du formulaire, se fait via le module privé du formulaire. Bien que les événements des contrôles d'un formulaire puissent lancer des procédures de module public, les procédures d'un module privé ne sont accessibles qu'à l'intérieur de ce module privé. Alors je vous invite, si vous en éprouvez le besoin, de vous reporter au module 1 débutant de la formation Excel OneClick. C'est la vidéo 14:44 à la minute 4 et 15 secondes. Pour afficher la fenêtre de code du formulaire, vous allez effectuer un clic droit sur le nom de l'objet du formulaire, par exemple UFContact, et puis cliquer sur Afficher le code. Alors si vous avez, comme certains étudiants et stagiaires, fait des double-clics quelque peu intempestifs sur la représentation graphique du formulaire, vous avez sans doute déclaré, sans le vouloir, des private subs liés aux événements des contrôles qui ont été cliqués. Alors nettoyez votre fenêtre de code, à l'exception de la première ligne, option explicite. Le menu déroulant, en haut à gauche de la fenêtre de code, liste l'objet formulaire, userform, et tous ses objets hérités, c'est-à-dire les contrôles du formulaire. La liste est triée par ordre alphabétique. Donc, exemple d'utilisation de la procédure Load DataTable, que nous avons vu précédemment. Nous allons, dans la procédure UserFormInitialize,
faire appel à notre procédure Load Data Table. La procédure Load Data Table est définie dans un module public et est utilisée pour charger les données de notre table de données dans les variables tableau public. Nous appellerons cette procédure dans le formulaire lors de son initialisation. Alors voilà comment faire. Dans votre private sub, UserForm Initialize, vous allez simplement taper la ligne de code call load data table. Le mot call n'est pas obligatoire dans l'appel d'une procédure, mais il est recommandé. Il facilite la lecture et la compréhension du code. Fermer le formulaire. Alors une des premières fonctionnalités que nous allons développer, c'est celle du control command button cmd return de UserForm pour fermer le formulaire. Vous allez sélectionner le contrôle cmd return dans la liste déroulante en haut à gauche de la fenêtre de code et l'événement click dans la liste déroulante en haut à droite de la fenêtre de code. Alors vous pourrez également, pour déclarer cette procédure de l'événement click du bouton cmd return, faire un double clic sur la représentation graphique du bouton de commande dans le formulaire. Donc vous avez déclaré une procédure qui s'appelle private sub cmd return underscore click. Donc le code pour fermer ce formulaire, c'est me.hide pour fermer le formulaire et unloadMe pour le décharger. Alors il arrive parfois que l'on ait besoin de lancer des procédures spécifiques lors de la fermeture d'un formulaire. Pour garantir que ces procédures soient exécutées, on peut forcer l'utilisateur à cliquer sur le bouton de fermeture du formulaire. Une méthode efficace pour y parvenir est de supprimer la croix de fermeture située en haut à droite du formulaire. Pour faciliter cette tâche, XL1Click a développé une petite fonction nommée X1C Remove Cross. Cette fonction prend en argument l'objet formulaire et supprime la croix de fermeture en haut à droite du formulaire. Alors cette fonction est incluse dans le modèle de démarrage, le Start Model XL1Click, c'est l'objet de la formation du module 2. En utilisant cette fonction, vous pouvez contrôler la fermeture de vos formulaires et vous assurer que les procédures nécessaires sont exécutées avant la fermeture complète du formulaire. Alors, vous pourrez tester l'ouverture et la fermeture du formulaire. L'ouverture avec le petit triangle vert dans votre menu VBA, et puis la fermeture en cliquant sur votre bouton « Quitter ». Voilà, nous arrivons à la fin de ce sous-module 3.3 qui nous a permis d'attaquer le développement de notre formulaire de gestion de contact en chargeant les données de notre table de données dans des variables publiques via la Private Sub Initialize et en codant le bouton de fermeture du formulaire. Alors cette formation, elle est gratuite, mais si vous y trouvez un intérêt et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, je vous laisse le lien Tipeee XL1Click dans la description. Sachez également que si vous souhaitez plus d'informations, plus de détails sur les sujets qui sont traités dans les formations XL1Click en ligne, gratuites, et qui pour vous ne seraient pas suffisamment clairs, que ces formations peuvent être dispensées en distanciel, en visio, afin que vous puissiez avoir toutes les réponses à vos questionnements. Alors dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante, formation@xl1click.com. Alors vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien, et puis si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo, ça sera le module 3.4. En attendant, portez-vous bien. Et puis, si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.